Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour notre émission de géopolitique, stratégie, business avec un intervenant qu'on ne présente plus ici maintenant qui est connu de tous et de toutes, Patrick Mbeko. Bonsoir Patrick, Bonsoir Philippe. comment tu vas? Bien, merci et j'espère de même pour toi. Ça va, je ne me plains pas. Je voulais qu'on aborde spécialement dans notre chronique du jour une actualité qui est brûlante en RDC, ton pays d'origine que tu connais très bien. Euh, Déjà, peut-être commencer par te présenter toujours, hein, pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Pourquoi tu es légitime à parler de ces sujets? Bon, je ne sais pas si je suis légitime, mais ça dépend de tout un chacun. Je m'appelle Patrick Mbeko, je suis d'origine congolaise, bien entendu, et je suis auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique et tout particulièrement dans la région des Grands Lacs. Donc, les conflits armés dans la région des Grands Lacs, on y est là. Déjà, est-ce que tu peux nous... on a assisté ces derniers jours à une grosse escalade, sans précédent d'ailleurs, j'ai envie de dire, à l'est de la République démocratique du Congo, entre le M23, le fameux groupe M23, et l'État de RDC. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer qu'est-ce qui se passe en ce moment en RDC? Donc, il y a eu, avant l'offensive de M23, groupe rebelle, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que c'est assez particulier, le M23, c'est composé quand même d'anciens éléments de l'armée patriotique rwandaise et de certains Congolais, donc entre guillemets des opposants congolais ou des Congolais qui ont été mis de l'avant pour servir de caution à l'agression rwandaise. Et donc, il y a eu des pourparlers de paix à Luanda qui ont échoué. C'est à la suite de cet échec des pourparlers que le Rwanda a décidé d'activer davantage le M23, quitte à prendre la ville de Goma, qui est l'une des villes les plus importantes de la RDC. Donc, comme vous le savez, comme votre public le sait, je le pense, c'est que cette guerre dure déjà, ça fait presque 3 ans. Et donc, les dernières semaines, les derniers jours ont été particulièrement marquants dans la mesure où le M23 a quand même réussi à s'emparer d'une ville comme Goma. Euh, le gouvernement congolais avait juré que ça n'allait pas arriver. Bon, c'est arrivé et ça a provoqué un tollé, d'autant plus qu'il y a aussi beaucoup de violations de droits humains à travers cette offensive du M23, qui en fait, en réalité, il faut parler d'offensive rwandaise via le M23. Alors, que revendique le M23? Mais le M23, comme la plupart, comme entre guillemets, les rébellions qui l'ont précédé, parce qu'il faut dire que le M23, c'est le dernier né. En fait, le M23 découle du CNDP, qui est une rébellion de Tutsis, qui elle-même découle du RCD Goma, qui est une rébellion créée, toute créée par le Rwanda depuis la Deuxième Guerre du Congo en août 98. Et donc, le M23 revendique le droit pour un certain nombre de Rwandais qu'on appelle Banyamulenge ou Tutsi congolais. Le M23 dit aussi se battre contre le régime tyrannique de Félix Tshisekedi. Et aussi, le M23 veut négocier d'égal à égal avec le gouvernement de la RDC pour pouvoir imposer ses vues politiques dans les discussions à venir. Donc, c'est tout ça, c'est toutes ces revendications qui permettent de comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais la vérité est que le M23 sert de caution à une entreprise rwandaise qui est d'occuper une partie du territoire congolais, notamment dans la région du Grand Kivu, quitte à la balkaniser pour le greffer en tout cas au Rwanda et continuer à exploiter les ressources naturelles de ce coin-là et aussi profiter de ce greffage-là pour déverser une partie de la population rwandaise. Si vous lisez le dernier rapport des Nations Unies, j'ai d'ailleurs un extrait ici pour ne pas qu'on dise que Patrick Mbeko invente des choses. Les derniers experts des Nations Unies qui ont été mandatés par le Conseil de sécurité ont déposé leur rapport devant le Conseil de sécurité. Et dans le rapport, on peut lire ceci, le véritable objectif. Donc, quand on dit véritable objectif, cela veut dire qu'il y a des objectifs qui sont présentés officiellement, mais il y a des objectifs sous-jacents dont on ne parle pas. Et donc, ces véritables objectifs-là, les experts des Nations Unies nous disent, le véritable objectif du 1.23 reste l'expansion territoriale, l'occupation et l'exploitation à long terme des territoires conquis. Quand on sait que le Rwanda est devenu le premier exportateur des minerais qu'il ne possède pas, ça vous permet de comprendre tout ça. Et qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui légitime, parce que qu'est-ce qui légitime un pays comme le Rwanda à penser qu'il peut aller attaquer son voisin, même au travers de milices, pour essayer de balkaniser, prendre une partie du territoire? Ce sont des pratiques qu'on croyait révolues.
Mais je crois que ce sont les velléités hégémoniques de son président. C'est beaucoup plus une affaire de Kagame que du peuple rwandais ou de l'armée rwandaise. Moi, je me rappelle d'une discussion que j'ai eue il y a quelques années avec l'ancien patron des renseignements rwandais qui a été assassiné par Kagame en Afrique du Sud. Je discutais avec lui et il m'avait dit, vous savez, quand la première guerre du Congo a eu lieu, nous étions partants, nous l'avons soutenu et ils étaient impliqués dans cette première guerre. Puis ils ont réussi à placer Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Mais lorsque Laurent Désiré Kabila a décidé de se détourner des Rwandais, alors a demandé de rentrer chez eux, Kagame a vu rouge et a lancé la deuxième attaque contre la RDC. Et je me rappelle de discussions que j'avais eues avec le patron des services de renseignement rwandais qui m'avait dit à l'époque, l'ancien patron, qui avait coordonné d'ailleurs ces guerres-là, il m'avait dit, écoutez, dans la deuxième guerre du Congo, il y avait une véritable division au sein de l'establishment militaire et sécuritaire Tutsi au pouvoir au Rwanda. Pourquoi? Parce qu'il y avait ceux qui disaient que cette guerre-là allait euh, euh, noircir l'image du nouveau Rwanda qui était en train de se rebâtir après le génocide. Et donc, c'était une guerre de Kagame. C'est ce qu'il m'a dit. Et c'est ce que j'explique d'ailleurs dans mon livre Stratégie du chaos, mais aussi dans mon dernier livre Malheur aux vaincus. Et donc, il y a la volonté d'un homme, Kagame, qui estime qu'il a un droit divin sur une partie du Congo, qu'il dit d'ailleurs il prétend que cette partie appartenait au Rwanda avant l'arrivée des colons. Bon, si on doit partir de cette logique-là, c'est toute l'Afrique, c'est toutes les frontières du continent, de tous les États du continent qui seront redéfinis. Et donc, c'est vraiment les ambitions, les velléités hégémoniques d'un homme qui s'expriment à travers le M23, dans le Kivu. Et qu'est-ce qui explique que qu'on puisse avoir des velléités de cette nature, pourquoi pas, mais qu'est-ce qui explique la supériorité sur le terrain du M23 par rapport à l'armée d'un pays aussi vaste et aussi grand que la RDC? C'est une très bonne question. Je crois que l'on se trompe en centrant l'analyse ou la compréhension des événements sur le 1-23. Le 1-23 ne vaut rien, c'est un détail de l'histoire, c'est un épiphénomène. C'est beaucoup plus l'armée rwandaise. Et on sait par exemple que lorsque les hommes du 1-23 ont été pris en étau autour de Goma, le Rwanda a dépêché ses forces spéciales de près de 10 000 hommes pour soutenir le 1-23. En fait, en réalité, c'est vraiment une véritable guerre que le Rwanda a menée dans cette histoire de la prise de Goma. Selon les informations que nous avons, c'est entre 10 et 12 000 hommes des forces spéciales rwandaises qui ont traversé la frontière pour faire la guerre à l'armée congolaise, qui, faut-il le dire aussi, n'était pas très motivé parce que, et ça, à la décharge du Rwanda, je n'ai pas envie de le dire, mais je dois le dire par honnêteté intellectuelle, c'est que l'armée congolaise non plus n'est pas très outillée, n'a pas été véritablement soutenue par les pouvoirs publics. Comment voulez-vous qu'un militaire qui gagne 50 à 80 dollars par mois accepte de mourir pour un pays qui le méprise et qui préfère payer près de 20 à 30 000 dollars à des députés qui ne foutent rien? Moi, j'ai eu des discussions avec des officiers au front. Certains d'entre eux, je me rappelle d'un officier supérieur qui m'a dit, écoute, Patrick, moi, je ne peux pas laisser ces jeunes gens aller mourir pour rien. Donc, il y a des militaires qui ont décidé tout simplement de déposer leurs armes. Il y a d'autres voilà, qui ont décidé par patriotisme. Même ceux qui ont déposé leurs armes sont tout autant des patriotes que ceux qui ont décidé d'aller au bout de la logique, quitte à mourir pour la patrie. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a des dysfonctionnements, il y a un problème de gouvernance au niveau du Congo qui a un impact non négligeable sur l'armée congolaise et sa capacité à relever le défi que pose aujourd'hui le Rwanda via le M23. Alors, le président congolais Félix Tshisekedi a à plusieurs reprises brandi des menaces très claires d'ailleurs et très fermes contre le président Kagame. Force est de constater aujourd'hui, face aux résultats, que les promesses ne sont pas suivies d'action. Mais est-ce que le président Félix Tshisekedi croyait à ce qu'il disait? Parce qu'en RDC déjà, les gens ne prennent plus beaucoup au sérieux les propos du président Tshisekedi. Moi, je pense que, de mon point de vue, il ne devrait plus tenir ce type de propos. D'ailleurs, un chef d'État ne doit pas tenir le type de propos qu'il a tenu, les genres de propos qu'il a tenus pendant la campagne électorale en disant à la moindre escarmouche, je vais attaquer le Rwanda. On ne dit pas ça. On agit. Kagame n'a pas beaucoup parlé, il a agi. Donc, on attend du président congolais aussi une certaine réserve et puis, il doit apprendre à agir de manière responsable comme un véritable chef d'État. Il n'est plus opposant, ce n'est pas un activiste pour se comporter comme les activistes sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est un reproche qu'on peut faire au président Tshisekedi. D'accord. La situation aujourd'hui,
est condamné par certaines instances internationales. Comment expliquer que d'un côté, quand il a s'agi de l'Ukraine et de la Russie, il y a eu une levée de bouclier, tout le monde a crié au scandale partout. Et là, avec le M23, le Rwanda derrière d'ailleurs, parce qu'il y a apparemment beaucoup de rapports qui vont dans ce sens-là, c'est un peu le Non, le silence. Rwanda n'est pas derrière. Le Rwanda est là. Le 1,23 n'est qu'un détail. C'est le masque, mais le Rwanda, c'est vraiment l'élément central de la stratégie militaire dans le Nord Kivu. Le 1,23 n'est qu'un détail. Tous les dirigeants, les responsables du 1,23 que nous voyons, c'est juste des marionnettes, ce sont des gens qui sont mis en avant. Je dois rappeler la logique qui guide quand même les velléités du Rwanda au Congo depuis 1998. Lorsque la Deuxième Guerre du Congo a commencé, l'un des proches de Kagame a dit que l'objectif était de congoliser le conflit, c'est-à-dire mettre à la tête des groupes armés créés par des mouvements armés créés par le Rwanda, des Congolais qui vont donner une caution congolaise à l'entreprise rwandaise ou rwando-ougandaise qui est en place. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit qu'on se trompe en faisant du 1,23 l'élément central de la guerre qui est menée au Nord Kivu. Ce n'est pas le 1,23 qui est l'élément central, c'est le Rwanda qui, en 96, a utilisé l'AFDEL avec Laurent Désiré Kabila. En 98, après la rupture avec Laurent Désiré Kabila, ils ont créé le RCD Goma, le Rassemblement congolais pour la démocratie, à la tête duquel on a mis des Congolais de service. Puis, après la signature des accords de paix, il y a eu le CNDP avec des anciens officiers de l'armée patriotique rwandaise qui se sont retrouvés dans l'armée congolaise, faut-il le dire, et qui ont réussi à travers les processus de brassage, justement, qui découlaient des accords de paix, à injecter des tas d'éléments rwandais au sein de l'armée congolaise, ce qui permet d'expliquer aussi les défaites que nous avons parce que le verre est dans le fruit. Et donc, du CNDP va naître le 1,23 parce que les gens du 1,23 sont les anciens du CNDP, qui eux-mêmes sont les anciens du RCD Goma, qui eux-mêmes proviennent de l'AFDEL, qui lui-même a été créé au Rwanda. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre la configuration politico-militaire dans cette région. Oui, mais ça ne répond pas à la partie sur le silence. De Et la communauté internationale, oui, oui, par rapport au silence, mais ça, c'est l'hypocrisie des grandes puissances et surtout des puissances occidentales qui, je dois rappeler, utilisent le Rwanda dans leurs différentes politiques à travers le continent africain. Le Rwanda, je ne cesse de le dire, est devenu le sous-traitant officiel d'une mondialisation sanguinaire en Afrique centrale et même ailleurs dans le monde. Vous avez vu les troupes rwandaises au Mozambique. L'Union européenne accorde à l'armée rwandaise près de 20 millions d'euros chaque année pour sécuriser les puits de Total au Mozambique, parallèlement à une soi-disant lutte contre les intégristes qui se déploient à Cabo Delgado dans ce pays-là et qui dérangent aujourd'hui les activités de Total. On retrouve l'armée rwandaise. À un moment donné, les éléments rwandais étaient au Soudan dans le cadre de la guerre secrète que les Occidentaux, tout particulièrement les Américains, Israël, menaient contre le régime de Khartoum de l'ancien président Omar el-Bashir. On retrouve aujourd'hui les Rwandais en Centrafrique et on sait aujourd'hui qu'ils ont servi des yeux et des oreilles de certaines puissances occidentales pour espionner les Russes qui protégeaient le président Touadéra aux côtés des Rwandais. Donc, le Rwanda est une pièce centrale d'une stratégie impériale venue de l'Occident, propulsée de l'Occident. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette hypocrisie. Et je dois rappeler aussi qu'il y a en août 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord sur les minerais stratégiques avec le Rwanda qui n'en possède pas dans son sous-sol. oui, c'est vrai. Donc, vous comprenez la mansuétude de ces capitales occidentales et surtout européennes vis-à-vis du Rwanda, dans l'armée et aussi entretient des liens très étroits avec l'African Commandment, donc le commandement militaire américain pour l'Afrique. Et tout ça vous permet de comprendre pourquoi Kagame n'est pas sanctionné malgré les demandes des experts des Nations Unies. Les rapports des Nations Unies sont clairs. Vous savez, depuis en 30 ans de déstabilisation de la région, et tout particulièrement de la RDC, le Rwanda n'a jamais été sanctionné. On a sanctionné seulement l'année dernière qu'un officier rwandais, un capitaine de l'armée rwandaise, qu'on a reproché de piloter les activités du M23, alors que le rapport de groupe d'experts de juin 2024 énumère les noms des officiers supérieurs de l'armée rwandaise et des forces spéciales rwandaises qui ont pris part à la stratégie de déstabilisation militaire de l'Est congolais par le Rwanda. Donc, c'est cette hypocrisie qui devient un problème. Et je crois, moi, de mon point de vue, qu'il faut un sursaut d'orgueil du côté africain.
Il faut mettre le Rwanda au pas. Tant qu'on ne le fera pas du côté africain, nous allons nous révéler tout aussi complices que ces Occidentaux que nous avons l'habitude de dénoncer à longueur de journée. Il n'est pas normal qu'un pays africain déstabilise un autre pays avec le soutien de l'Occident, en tout cas le soutien implicite de l'Occident, que d'autres pays africains se taisent ou se montrent incapables au moins de lever le petit doigt. Je peux faire de reproches au gouvernement de la RDC dont le comportement n'a pas aidé. Il n'en demeure pas moins que l'Afrique est aussi complice au même titre que, peut-être pas au même titre, mais elle est quand même complice par son silence en acceptant ce que le Rwanda fait en RDC aujourd'hui. C'est un bon point de souligner ça, effectivement. C'est un peu ce qui s'était déjà passé avec l'AES et la CEDEAO, Exactement. d'ailleurs, le ras-le-bol de ne pas être soutenu face à la menace terroriste. Et aujourd'hui, c'est vrai que mais est-ce que Kagame ne risque pas gros, sachant que c'est quand même quelqu'un qui a une réputation d'être panafricain, d'être un leader Mais moderne. Son image, quand même, risque de beaucoup en pâtir. tu sais, Philippe, Kagame est un panafricain pour les Africains ignorants. On ne peut pas être panafricain et soutenir le bombardement d'un pays comme la Libye par l'OTAN. Je rappelle que c'est le seul chef d'État qui a soutenu ouvertement le bombardement de la Libye. Quand même, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Gabon avaient voté la résolution 1973 de la France qui n'autorisait pas le bombardement de la Libye, qui autorisait l'imposition d'une zone d'exclusion aérienne. Mais le Rwanda a soutenu les bombardements, les raids de l'OTAN. Le premier jour, les pays de l'OTAN avaient lancé 119 missiles Tomahawk sur la Libye. Ça, c'est les États-Unis seulement, donc je ne parle même pas des Français et puis des Britanniques. Et le Rwanda a soutenu ça. Donc, quand on présente déjà Kagame comme un panafricain, on se trompe. Et ça montre aussi l'ignorance des Africains sur un certain nombre d'enjeux parce que le Rwanda a une image qui a été fabriquée par des spin doctors anglo-saxons. Et personne sur le continent africain n'a compris ça. Je crois qu'on a déjà eu à faire des émissions là-dessus. Le Rwanda, pendant longtemps, insultait la France. Aujourd'hui, qui sous-traite aujourd'hui des activités d'une compagnie comme Total à Cabo Delgado, comme je l'ai mentionné? C'est le même Rwanda. Donc Kagame est un imposteur qui a réussi à faire croire à un certain nombre d'Africains qu'il se battait pour la dignité des Africains, pour le panafricanisme. Mais en réalité, il n'en est rien. Mais c'est quelqu'un, il faut le reconnaître, qui sait tirer son épingle du jeu à certains moments de l'histoire ou des événements pour se positionner de sorte à faire croire à une certaine jeunesse africaine qu'il est là et qu'il se bat pour la défense des intérêts africains. Je ne pense pas qu'un pays africain sérieux peut prétendre être panafricain et déstabiliser un autre pays en générant quand même des millions de morts, des centaines de milliers de femmes blessées et des millions de déplacés. Si on est panafricain en posant ce genre de gestes, alors je ne sais pas ce qu'on appelle panafricanisme en réalité. Alors, pour sortir de cette première émission sur le sujet, c'est quoi les perspectives maintenant? C'est quoi, quelle est ton analyse? Que peut faire la RDC? Mais moi, je pense il y a la RDC, le gouvernement doit d'abord renverser le rapport de force sur le terrain militaire. Sans ça, il n'y aura rien. On dit que la guerre, c'est l'extension de la politique. C'est la politique, c'est l'extension de la politique par d'autres moyens. Oui. Donc, il appartient à la RDC de renverser le rapport de force. Mais cela passe par une responsabilisation aussi de l'élite et des autorités congolaises vis-à-vis des enjeux auxquels leur propre pays est confronté. Vous ne pouvez pas aujourd'hui attendre de votre armée qu'elle soit capable de relever un défi comme celui que pose aujourd'hui le Rwanda quand vous payez 50 à 80 dollars à vos militaires et vous vous empiffrez en payant des sommes énormes à des députés. Un député congolais gagne plus qu'un député français alors que le Congo est un pays pauvre. Je dis mal le pays pauvre, pas en termes de potentialité, mais on est pauvre en réalité. Avec le 100 millions d'habitants, nous payons à nos militaires 50 à 80 dollars par mois. Mais le Rwanda, qu'on le veuille ou pas, qu'on le reproche ou que l'on veut, c'est un pays qui est hyper militarisé et Kagame investit beaucoup aujourd'hui dans son armée qui est devenue quand même une armée qui sous-traite plusieurs activités de certaines entités, y compris extra-africaines, à travers le monde. Donc moi, je crois du côté congolais il faut faire un travail sur le terrain militaire, il faut renverser le rapport de force. Entre-temps, il faut au niveau intérieur aussi modifier certain nombre de choses qui vont permettre l'unité nationale derrière les institutions parce que c'est un pays qui est aussi aujourd'hui très divisé. Le président Félix Tshisekedi ne fait pas l'unanimité et tout ça n'arrange pas les choses. Très bien. Et l'Union africaine dans tout ça?
Mais moi, je pense que l'Union africaine doit hausser le ton vis-à-vis du Rwanda, à l'égard du Rwanda. Si elle ne le fait pas, elle se montre d'une certaine manière complice. Après, c'est quoi l'Union africaine? Quand on voit la position qui a été la sienne dans l'affaire de l'AES, c'est C'est une ça aussi le problème. coquille C'est une vide. coquille vide, c'est des vieux fatigués qui ne semblent pas comprendre les enjeux auxquels le continent africain est confronté, qui ont de la difficulté à écouter la jeunesse africaine et qui préfèrent écouter davantage l'étranger, en tout cas l'Europe ou l'Occident, que d'écouter la jeunesse africaine qui est fatiguée de tout ça. Moi, quand je vois quand même la réaction au niveau de la jeunesse. Je vois des réactions à travers le continent, y compris dans la diaspora, des Africains qui disent on est fatigué par ce que fait le Rwanda en RDC. Moi, ça fait que je suis optimiste pour l'avenir. Mais encore faut-il avoir des institutions politiques sur le plan africain, sur le plan continental, qui soient capables d'accompagner ce désir-là, toutes ces volontés de la jeunesse africaine qui ne veut plus des guerres au sein du continent, qui ne veulent plus voir des États africains déstabiliser d'autres pays africains. Tout à fait. Écoute, Patrick, je voulais avoir ton premier retour sur la situation, un peu à chaud parce qu'on est en plein dedans. Et je pense qu'on Mhm. reviendra sur d'autres émissions pour approfondir peut-être un peu chacun des éléments, notamment l'historique du M23, parce qu'on se rend bien compte que Mhm. c'est une nébuleuse qui, en fait, disparaît, réapparaît, disparaît, réapparaît. Non, non, c'est pas une nébuleuse. Ce sont les mêmes, en fait. Ce sont les mêmes acteurs qui changent tout simplement d'identité et de masque. Mais l'ADN de ces gens-là reste la même. C'est-à-dire, ce sont les mêmes entités rwandaises, tout particulièrement Tutsi rwandaises, qui vont muter de temps en temps en fonction des époques et des réalités du moment. Ils vont se muer tantôt en M23, tantôt SNDP, tantôt RCD, mais ça reste le même. Et je rappelle toujours ce propos justement de l'ancien patron des services de renseignement rwandais qui a participé à la création de la plupart de ces entités, qui a dit un jour, écoutez, vous avez le M23, un jour vous aurez le M57, histoire de dire que c'est le Rwanda qui est là. Tant que Kagame sera là, il continuera à créer ce genre de petits monstres pour déstabiliser d'autres pays voisins. Et ici, on parle de la RDC, mais je rappelle qu'ils ont voulu faire, le Kagame a voulu faire la même chose à l'égard du Burundi. D'où d'ailleurs la réaction qu'on a vue du président Ndayishimiye du Burundi, le général Ndayishimiye, qui s'est montré très vindicatif à l'égard du Rwanda lors de son adresse au corps diplomatique. Il a clairement dit qu'aujourd'hui, on parle de la RDC, demain, nous pourrions être les victimes. Et ça a été le cas en 2015, lors des troubles politiques intérieurs au Burundi, où le Rwanda a voulu déstabiliser le pays en instrumentalisant certaines minorités. Ils ont voulu faire la même chose aussi en 2013 à l'égard, je crois, c'était la Tanzanie de l'époque du président Jakaya Kikwete, qui avait expulsé une des dizaines de milliers de Tutsis rwandais de son pays, justement parce qu'il savait que le Rwanda voulait se servir, on était en colère, c'est à cause du M23, justement parce que le M23 avait été vaincu en 2012 par l'armée congolaise soutenue par la brigade spéciale des Nations Unies dans laquelle on retrouvait les éléments de la Tanzanie. Et donc, le président Kagame n'avait pas apprécié. Il y a eu des échanges très, très, très virulents entre le président Kagame et l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete qui avait dit à Kagame ouvertement, si vous essayez avec moi, je vais vous frapper. Donc, on était vraiment arrivé à ce niveau-là. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un individu qui est un fauteur de troubles dans toute la région pour faire plaisir à ses maîtres occidentaux tout en se faisant passer pour un panafricaniste. Je parle ici de M. Kagame. Très bien. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre là-dessus. Et comme j'ai dit, on reviendra certainement sur l'actualité très prochainement. Les C'est amis, un on arrive au plaisir. terme de notre discussion, de notre échange. J'espère que vous comprenez un peu mieux la situation à RDC actuellement, les tenants, les aboutissants, les enjeux, en tout cas du point de vue de l'analyse de Patrick Mbeko. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à nous poser des questions. Elles constitueront certainement le socle de notre prochain échange avec lui là-dessus. Je me rappelle d'ailleurs que bien souvent, les gens te trouvaient vindicatif et un peu trop dur vis-à-vis de Kagame. Peut-être que la situation actuelle donne aux uns et aux autres de revoir leur fusil d'épaule parce que de Mais plus en plus, même dans les médias mainstream, le nom de Kagame est de plus en plus évoqué. C'est de plus en plus, c'est de moins en moins masqué en tout cas. oui, mais je pense que, je crois te l'avoir dit lors de notre première émission. Je sais que tu étais choqué à l'époque, je me souviens, tu étais très choqué par ce que je disais, mais c'est une question de temps. Vous savez, le temps est le meilleur allié de la vérité. Moi, je ne suis pas vindicatif, je présente des faits.
S'il y a des gens qui ont des faits contraires, ils peuvent les présenter aussi. On peut avoir une discussion, on peut avoir un débat. J'ai toujours été ouvert au débat, d'ailleurs, sur cette histoire du Rwanda. Donc, j'aimerais que vous m'appelez le meilleur spécialiste du Rwanda ou de la région que vous connaissez, et on va échanger. Le public se fera sa propre opinion. Si vous avez un spécialiste donc, qui veut discuter avec Patrick Beko, pas Mais de je ne crois souci. pas qu'il viendra, hein. Il ne prendra pas le risque de venir, hein. Oui, mais j'ai des messages, je le dis sans aucune prétention. J'ai des messages des gens qui appartiennent au réseau de Kagame en Europe qui disent qu'il ne faut pas débattre avec moi, ni Charles Onana. Ils le disent. Ah, Mais moi, je suis serein. Si on a, ils peuvent venir, on va discuter sereinement, il n'y a pas de problème. très bien. Quand l'invitation est lancée, la balle est dans votre camp. Merci beaucoup, Patrick. Au plaisir, Philippe.